Bonjour. Donc voilà, et Émilie et Maxime, donc nous sommes un duo d'artistes et nous allons parler aujourd'hui de comment nous avons tenté de prouver l'existence de l'un des mystères les plus célèbres d'Internet. Donc, comme Marie l'a annoncé, donc le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Nakamoto est devenu une sorte de mythe contemporain du fait du double affront qu'il a fait à nos sociétés modernes. Donc, il a été à la fois capable de créer un système de paiement révolutionnaire qui permet de se passer des tiers de confiance, comme les banques, et de préserver totalement sa véritable identité. Malgré de nombreuses recherches et enquêtes, il a su en effet rester totalement anonyme jusqu'aujourd'hui encore. Alors désolé, on a un petit souci vidéo. One of the more mysterious aspects of the whole way Bitcoin has come to exist is that we don't know who created it, who's behind Bitcoin, but that may have changed. Mais d'abord, un mot rapide sur ce qu'on appelle le dark web. Comme vous le savez peut-être, le dark web regroupe des darknets, soit des réseaux souterrains accessibles seulement via des logiciels spécifiques, considérés comme le côté obscur du web. Ces réseaux occultes font partie de ce qu'on appelle le deep web, donc le web que vous ne pouvez pas accéder directement via Google, et qui constitue la grande majorité de ce qu'est Internet. Le réseau Darknet le plus populaire, c'est certainement le réseau Tor. Tout le monde peut télécharger son navigateur et commencer à surfer anonymement avec ça, enfin presque anonymement. Et en général, quand on commence à naviguer sur le dark web, on commence avec une page du type Hidden Wiki qui liste différents sites classés par catégorie, services financiers, drogue, érotisme, contrefaçon, etc. Donc en général, c'est les premiers liens qui viennent quand on arrive sur le web, sur le dark web. Et en raison de l'anonymat qu'ils procurent, ces darknets ils peuvent être considérés comme des véritables espaces de liberté, pour le meilleur comme pour le pire. En tout cas, ils ont une réputation assez sulfureuse. Il y a un folklore qui est lié à ça. Ils génèrent beaucoup de fantasmes. Et vous avez par exemple des pièges à touristes comme là, des services de tueurs à gages qui, pour quelques milliers d'euros, vous proposent de tuer n'importe qui, sauf Obama et je crois les enfants. Donc, ça, on n'a pas testé. Il y a aussi Silk Road qui est très célèbre. C'est l'un des plus importants marchés noirs de ce cybermonde souterrain, qui a été fondé en 2001 avec 1 million de clients et plus d'1 milliard de dollars de ventes. Vous pouvez y trouver tout type de services ou de biens. Comme sur eBay, il y a des milliers de commentaires clients. D'ailleurs, là, vous avez des captures de ce site. En fait, ce qui était assez fascinant quand on découvre ce genre de choses, c'est de découvrir des clients satisfaits au sujet d'un kilo de marijuana, par exemple. Ils disent je recommande vivement ce vendeur, ou excellent service après-vente, donc avec des notes, des étoiles jaunes et tout. Le problème, c'est que le FBI a fermé ce site et a arrêté son fondateur, Ross William Ulbricht, alias Dread Pirate Roberts, en octobre 2013 à San Francisco. Le FBI a saisi près de 150 000 bitcoins appartenant à Ulbricht d'une valeur de 30 millions de dollars à l'époque, quand même. Donc, on le surnommait le baron de la drogue. Et on peut voir ici des fausses identités d'Ulbricht, probablement commandées sur son site web et payées en bitcoin. En mai 2015, il a été condamné à 5 peines cumulatives, dont 2 pour emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, plus une amende de 200 millions de dollars. Son dernier appel, il y a 2 ans, était un échec, donc il restera toute sa vie en prison. Silk Road a été de nouveau réouvert 1 mois plus tard, avec l'aide de Blake Bental, alias Defcon, cette fois, qui a aussi été arrêté par le FBI, Europol et Eurojust, 1 an plus tard, à San Francisco toujours. Et quelques jours après ça, Diabolus Market a changé son nom pour devenir Silk Road Free Reloaded, afin de capitaliser sur la marque, sur justement cette question de confiance, parce que c'est exactement, ce genre de marché se base sur la confiance. Voilà, des dizaines de marchés noirs émergent et renaissent de leurs cendres en permanence, permettant la circulation de quantités d'argent absolument colossales, même si de prime abord ça peut avoir l'air souterrain.
Et donc toute cette économie a été rendue possible grâce à l'invention et à la démocratisation du Bitcoin, donc cette crypto-monnaie non centralisée qui permet d'effectuer des transactions de manière anonyme. Donc, créée en 2009, sa valeur est d'environ 5 000 $ aujourd'hui, elle a remonté un peu. Son cours a déjà dépassé celui de l'or en 2013 et elle a même atteint en 2017 un record de 20 000 $. Le Bitcoin s'est donc largement répandu. Certains pays l'acceptent même pour le paiement de leurs taxes et d'autres ont installé des distributeurs automatiques, comme vous le voyez là. 今日お披露目されたビットコイン ATM。 地元の貿易会社がアメリカから輸入したもので、日本で初めてその場でビットコインを買ったり。 Voilà. Et il y a également de nombreuses figures de la finance qui ont fait de larges investissements, comme les frères Winklevoss, donc ces jumeaux un peu effrayants et dont vous vous souvenez certainement, qui ont conduit Mark Zuckerberg devant les tribunaux. Mais la véritable révolution amenée par le Bitcoin, c'est sa technologie sous-jacente, qui est appelée donc la blockchain, et qui a engendré des milliers d'autres crypto-monnaies. Les applications d'ailleurs de cette technologie sont innombrables et peuvent se décliner dans presque tous les domaines. You have a decentralized trust ledger where you can record the ownership of something. Well, the most obvious something you can record the ownership of is a system of digital cash. But that's not the only thing you can record ownership of. And so once you read that, you're like, okay, you've done digital cash, but if you have this building block, you can make so many other things. You can register assets, real estate, do governance, voting. The list is endless. Voilà, et donc tout cela commence avec Satoshi Nakamoto. Un des aspects très intéressants du dark web, c'est son potentiel de fiction. Lorsqu'on commence à s'y aventurer, on peut d'ailleurs rapidement se sentir un peu comme un agent secret au milieu de la trilogie de Jason Bourne. Et comme personnage principal, Satoshi Nakamoto rassemble toutes les caractéristiques pour devenir ce mythe contemporain. Derrière ce visage, qui est la première image utilisée pour le représenter, se cache un homme, une femme ou un collectif qui a planifié son invisibilité depuis le tout début. On considère d'ailleurs que seuls quelques esprits dans le monde pourraient avoir la capacité de créer une telle technologie. En plus de ça, le journal de transactions publiques montre que les adresses connues de Nakamoto contiennent plus d'1 million de bitcoins. Sa fortune est donc estimée à près de 5 milliards €. Enfin, lorsque la technologie Bitcoin a été finalisée en 2010, il a donné le code source à d'autres membres de la communauté pour ensuite complètement disparaître. Satoshi Nakamoto renvoie plus de résultats sur Google que certains acteurs célèbres. Vous pouvez voir ici donc plus de 2 millions de résultats pour Nakamoto contre 133 000 pour Lawrence Fishburne, alias Morpheus. De nombreuses personnes ont essayé d'analyser chaque trace laissée par Satoshi sans succès. Il a systématiquement utilisé des adresses IP différentes et des mails sécurisés. Certains ont essayé d'analyser sa façon d'écrire dans ses mails, ses messages de forum et même son code. Une théorie serait qu'il ait reçu une éducation britannique, mais ayant utilisé différents styles d'anglais, il est impossible de définir sa véritable identité. D'autres ont essayé d'analyser le rythme de publication de ses messages et les heures auxquelles il envoyait des courriers électroniques, afin de définir un fuseau horaire et d'essayer de le localiser plus précisément. Mais personne n'a trouvé de motif convaincant. Ils ont alors commencé à chercher des spécialistes crédibles et respectés dans le domaine des mathématiques et de la cryptologie. Ici, Ted Nelson, l'inventeur de l'hypertexte, il était par exemple à peu près sûr d'avoir trouvé qui se cachait derrière Nakamoto. Ah, t'as spoilé. I declare that the true identity of Satoshi Nakamoto, the great economist, the great social engineer, the great computer scientist, and the dance-away genius, is none other than Shinichi Mochizuki, research professor of mathematics at Kyoto University.
Voilà, Shinichi Mochizuki. C'est lui qui a résolu la conjecture ABC. C'est un ancien et très fameux problème mathématique qui est donc voilà A plus B égale C. Et une fois résolu, il a nonchalamment publié les résultats avant de passer à autre chose, un petit peu comme Nakamoto. Mais s'il est un génie en mathématiques, il n'a aucune expérience en cryptologie ni en codage. Mochizuki a d'ailleurs toujours nié être Satoshi. D'autres personnes ont été soupçonnées d'être le créateur du Bitcoin. Donc là, en voici une courte liste. Ils sont très nombreux. Et en les regardant, on a un peu le sentiment qu'il s'agit de super-héros. Et il en manque encore dans cette liste. Et l'un d'eux, Satoshi Dorian Nakamoto, était un suspect très célèbre en 2014. Il a été harcelé par la presse après qu'un journaliste de Newsweek l'ait trouvé dans un annuaire téléphonique simplement parce qu'il portait le même nom. Okay, I'm not involved in Bitcoin. Okay? Who's involved in Wait a Bitcoin? minute. I want freelance first. I'm going to go with this guy. I'm not in Bitcoin. But your address Not in and Bitcoin. I don't know anything about did it. you create the math for Voilà, mais au Japon, Satoshi Nakamoto, c'est un peu l'équivalent de Jean Dupont pour nous en France. Et Dorian est juste un simple ingénieur qui aime les modèles de train. L'homme d'affaires Craig Wright est le dernier suspect en date, selon Wired et Gizmodo. Mais des gros doutes subsistent. Une théorie avance qu'il aurait financé le projet à ses débuts, aux côtés de Hal Finney et Dave Kleiman, deux experts en cryptographie qui seraient les inventeurs de la blockchain. Mais n'ayant laissé aucune correspondance accessible après leur décès, il y a quelques années maintenant, il ne sera a priori jamais possible de le prouver. Certains encore pensent aussi que la NSA serait à l'origine du Bitcoin. D'autres avancent qu'il serait né d'une collaboration entre 4 grandes entreprises asiatiques, mais tout cela ressemble davantage à une farce. Nakamoto reste toujours inaccessible. Nous avons donc décidé, pour en venir au projet que nous avons réalisé autour de Satoshi Nakamoto, on a donc décidé de produire la preuve de l'existence de Satoshi, qui prendrait la forme d'un passeport japonais contenant toutes les informations qu'on avait pu collecter sur lui et qu'on aurait commandé sur le Darknet et payé en Bitcoin, donc la technologie qu'il a créée qui a rendu tout ça possible. Donc une sorte de portrait absurde, un objet physique attestant de ce qu'il a créé. Aujourd'hui, grâce à Nakamoto, tout le monde peut acheter un faux passeport sur le dark web. Donc, nous avons effectué des recherches pour trouver des faussaires capables de produire un passeport japonais crédible. Voici leur adresse en point oignon, si ça vous intéresse. Les faussaires sont probablement basés au Cambodge et offrent des passeports de haute qualité. Selon leur site, ils intègrent une trentaine des paramètres de sécurité sur la centaine dont disposent généralement les passeports. Donc, ce qui est plutôt bien. Et nous avons donc effectué des recherches sur des sites de plainte dédiés aux produits illégaux pour nous assurer qu'ils n'étaient pas des escrocs. Donc il existe vraiment des sites où on va référencer, noter les fournisseurs de services pour différencier les scammers des autres. Et donc comme on n'a rien trouvé à leur sujet, ça nous a plutôt rassurés, on était en confiance. Et le 5 mai 2014, on a créé un compte sur un service de messagerie israélien de haute sécurité. Donc ça fait vraiment, c'est toujours une affaire de confiance. Nous avons contacté les faussaires via l'adresse fakepassport@safemail.net. Nous avons reçu le lendemain une réponse nous demandant les informations à intégrer au passeport et puis bien sûr une avance de 25% sur le prix total qui était de $700, l'équivalent en dollars de $700. Nous avons donc envoyé tous ces éléments et réglé l'avance via un paiement en Bitcoin à cette adresse. Le 28 mai, nous recevons une image scannée du passeport pour validation. Alors on peut regarder un peu plus près cette image. Comme vous pouvez le voir sur cette image qui contient les métadonnées du fichier, on peut voir qu'il a été numérisé avec un scanner HP Scanjet N6350, notamment, parmi d'autres informations. Donc on a effectué une étude approfondie aussi avec le site d'analyse d'images photoforensics.com
C'est un outil, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui permet de savoir si une image a été retouchée, notamment en analysant les différences de résolution qui peuvent être dans la même image. Par exemple, ici, on voit que la statue a été rajoutée. Et là, donc, sur notre image, on voit qu'il n'y a pas de modification apparente, qu'elle ne semble pas avoir du tout été photoshopée. La photo du passeport de Nakamoto, vous pouvez voir qu'elle a un fond bleu, ce qui semble plus standard en fait que la photo originale que nous avions envoyée, qui était sur fond blanc. Ce visage, en fait, c'est une reconstitution haute résolution du portrait basse définition habituellement utilisé pour représenter Nakamoto. Personne n'ayant jamais été crédité pour cette image, on en a recherché l'origine, on a fini par la retrouver. Enfin, il s'avère qu'il s'agit d'une vidéo produite par National Geographic en 2004 qui cherchait à montrer l'humain moyen. Ah, t'y es presque. Ouais. Voilà, on l'a retrouvé. Pas en super qualité, désolé, mais voilà. Vous voyez donc, c'était une capture d'écran étirée de cette image. Et donc, voilà, comme il s'agit d'un visage moyen, forcément, qui a un peu l'air un peu asiatique, Satoshi Nakamoto, voilà, le rapprochement était rapide. Mais ce qui était intéressant au-delà de tout ça, c'est qu'ils ont choisi, on n'a pas pu retrouver qui avait choisi cette image en premier lieu, mais c'est qu'ils ont choisi un visage qui représente à la fois tout le monde et personne. C'est ça qu'on trouvait assez beau là-dedans. Concernant la signature, justement, tu parlais de kanji. Là, donc, les kanji de la signature sont corrects sur ce passeport. On a demandé à un ami japonais de la dessiner pour nous, mais peut-être c'était un peu trop artistique, c'était fait au crayon gras. Les faussaires ont décidé de la réécrire eux-mêmes. Et puis, nous avons aussi effectué des recherches sur archive.org pour retrouver sa date de naissance, le 5 avril 1975, donc, qui apparaît sur le passeport. C'est la date que Satoshi a lui-même renseignée lorsqu'il a créé son compte sur le forum de la fondation P2P. Nous avons découvert que la date de naissance... excusez-moi. Voilà, la date de naissance sur sa page de profil avait changé entre le 3 et 10 avril grâce à archive.org, et ensuite on a vérifié tous les jours quel jour ça allait changer. Après, c'est une information qui a circulé, d'autres personnes l'ont trouvée par la suite, et il y a eu beaucoup de théories sur Reddit, notamment sur le pourquoi de cette date. Est-ce que c'était juste des nombres aléatoires qu'il a rentrés comme ça, ou est-ce qu'il y a une signification secrète? Sur Reddit, il y a toujours des significations secrètes. Il y a une théorie intéressante, c'est que le 5 avril 1933, donc le 5 avril qui est dans la date de naissance de Nakamoto, ça aurait été le jour de la décision de Roosevelt d'interdire la possession d'or par les particuliers, par les citoyens. Et en 1975, c'est l'année où la propriété de l'or a à nouveau été autorisée. Donc voilà, ce serait une sorte de grand écart conceptuel sur le moment où les gens n'avaient plus le droit d'utiliser l'or. Bon, on en pense ce qu'on veut. Sinon, voici la date de la délivrance du passeport, qui correspond à la date de création du site web bitcoin.org, qui a été fait au Panama. Donc paradis fiscal et aussi pas mal pour garder son identité. Et c'était la toute première action publique de Nakamoto finalement, avant même son premier message plusieurs mois ensuite. Et voilà la première page publiée sur le site, voilà, la première page de bitcoin.org qu'on a retrouvé sur Archive également. Et dernier détail, tous les passeports ont un numéro MRZ. Le numéro MRZ de ce passeport a été généré à l'aide d'un outil en ligne disponible sur iprogrammer.com qui vous permet voilà, de rentrer les informations et de régénérer. Si vous voulez faire des faux passeports, c'est super utile. Il comprend une séquence de lettres et de chiffres présentes dans le tout premier bloc de Bitcoin créé, donc voilà, le fameux Genesis bloc. Et il intègre voilà, cette petite référence-là aussi. Voilà, donc
Après cet examen donc assez détaillé, nous avons décidé finalement de payer le solde en bitcoins afin de recevoir ce passeport chez nous. Nous pensons qu'il a été produit en Thaïlande, puisque c'est proche du Cambodge et célèbre pour son industrie de la contrefaçon. Le 5 juin, les faussaires nous ont dit avoir caché le passeport dans un livre, puis l'avoir envoyé via un service de courrier tiers basé en Roumanie. Ceci pour des raisons évidentes de sécurité, afin de préserver nos identités respectives. Nous n'avons toujours pas reçu le passeport à ce jour. Selon le dernier message des faussaires, le document serait en transit à la frontière roumaine. Il ne nous reste donc que cette image scannée pour seule preuve de son existence, comme s'il était définitivement impossible d'extraire Satoshi Nakamoto du monde numérique. Et nous présentons alors l'image du passeport reçu comme un portrait sur un scanner HP Scanjet N6350, celui-là même utilisé par les faussaires, transformé en caisson lumineux, ainsi que le texte relatant cette aventure dans le bac à papier. Et puis on a aussi fait une vidéo en hommage à Satoshi. Je ne sais pas si on a le temps. Je ne sais pas si on a le temps. Minutes. Voilà, ouais. Parfait. Pour une sorte d'hommage à ce Kaiser Soze mais plus ouvert. Digital. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. I wasn't there. That's not me. そんな行政を尻目にビットコインをより使いやすくしようとする動きは広がっています。アメリカ人のマック・ワイトさん、今ビットコインをより簡単に利用できるサイトの準備を進めています。 Tonight's plan to reveal the identity of Satoshi Nakamoto. やっぱり日本以外の全世界でビットコインがすごい普及しているし、日本もいつかは同じ道に向かっていく。スマホに準備完了を知らせるメールが届きます。先ほどの QR コードをかざして引き出しを押すと、俺たち開発担当してるんだ。もうお金じゃない。となると財務省金融庁の所管ではない。 Where did Bitcoin come from? Who's the creator? Who the 私は全てを書いても何も残っていません。スマホに準備完了を知らせるメールが届きます。先ほどの QR コードをかざして引き出しを押すと、日本では通貨と認められていないビットコインを現金に変えることに管轄箇所が入っているのにあんなところがあるんですが、どうしてもそうかそれでその簡単な現
ゲットハッシュ そして突然彼は飛びます。